Alors, bah déjà, bonsoir à tous. Merci de vous être connectés pour cette conférence du mercredi et surtout merci à Martin Sommet d'accepter de nous donner un peu de son temps pour cette conférence. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler de la notion de s'adapter et adapter avec lui grâce à son expérience professionnelle et personnelle. Donc, eh ben, je vais Leslie le présenter rapidement pour tous les étudiants. Et puis, on vous laissera parler à votre tour, Martin. Hop, je mets mon petit son. C'est bon, tout le monde m'entend? Oui. Super. Donc, Martin Sommet est actuellement médiateur scientifique et chargé de projet chez La Rotonde Centre de Sciences. Sa licence en biologie des organismes l'a amené en master communication scientifique. Alors passionné par la vulgarisation scientifique, il a commencé à rédiger des articles pour Science et Vie Junior, les hors-séries de Science et Vie Junior, les hors-séries de Science et Vie, mais aussi les cahiers Science et Vie, Science et Avenir ou encore pour MaxiScience et Johnside. Baroudeur invétéré et passionné par la nature et l'aventure, il a postulé auprès de Christian Clot, patron de Human Adaptation Institute, pour partir dans l'un des 4 milieux les plus extrêmes de la planète. Obligé de se raviser à cause de la crise sanitaire, il a participé finalement à l'opération scientifique Deep Time en Ariège. Il est aujourd'hui connu pour être le Ligérien resté 40 jours dans une grotte. Voilà pour la petite biographie. Martin, si vous voulez commencer, on vous cède la parole. Eh bien, ça marche. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à toutes. Et merci de m'accueillir et merci pour la présentation. C'est la première fois qu'on me faisait une petite présentation comme ça. Du coup, c'est marrant. Je vais vous partager avec vous un petit peu ce que j'ai vécu au cours de cette expédition scientifique qui s'est appelée Deep Time. Donc pour ça, je vais vous partager, j'ai quelques images à vous montrer pour que ce soit un peu plus intéressant. Et je vais vous partager, hop, du contenu. Vous parler d'une expérience que j'ai vécue durant une durant 40 jours exactement, en fait, du 14 mars au 24 avril dernier. C'est une expédition scientifique qui s'appelait Deep Time. Et au cours de cette expédition scientifique, en fait, j'ai vécu donc 40 jours avec 14 autres personnes dans une grotte sans aucun moyen de connaître l'heure sans aucun moyen de mesurer le temps qui passe. Donc ça veut dire que je n'avais pas de montre et je n'avais pas du tout d'accès au soleil. Voilà, donc là, la photo que vous avez derrière en fond d'écran, c'est une photo de notre groupe en train d'arriver sur notre lieu de vie que je vous présenterai un petit peu plus précisément après. Voilà, là on était encore tout beau, tout propre, tout brillant. On était beaucoup moins joli quand on est sorti de la grotte après 40 jours. Alors, je voulais vous faire une petite expérience, mais comme j'arrive pas à voir tout le monde, ça va être compliqué à faire, donc je vous la ferai pas faire. C'est pas très grave, ça va prendre une minute, mais ça va être un peu compliqué comme on est un peu nombreux et que j'ai mon diaporama qui tient pas mal de place. Alors c'est pas grave, du coup je vais vous présenter l'équipe avec laquelle je suis parti dès que j'arrive à le faire. Alors comment faire? J'ai pas l'habitude de Cisco Webex. Du coup j'essaie de voir comment je peux bouger mes diapos. Alors, C'est bon, Avec les flèches, ouais. nickel, au top. Alors vous voyez ici les 14 personnes avec qui j'ai participé à cette expérience. Donc ces 14 personnes, on était 7 hommes et 7 femmes menés par Christian Clot, qui est la personne qui est tout au centre, habillé en rouge, et qui n'avait pas de casque et pas de cheveux non plus, et qui est en fait l'explorateur qui a monté ce projet. Donc c'est 15 personnes que vous voyez là, on se connaissait quasiment toutes et tous. On vient de tous les milieux socio-professionnels. Donc pour ma part, je suis médiateur scientifique. Avec moi, il y avait un cordiste, il y avait aussi une infirmière urgentiste, on avait aussi un prof de surf, on avait une technicienne de laboratoire de géologie, on avait aussi
un médecin un médecin, pardon, un anesthésiste réanimateur ou une analyste en cybersécurité. Donc, on était vraiment de tous les milieux. Il n'y avait qu'une seule vraie scientifique dans le tas, qui est Margot, qui est une chercheuse à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière et à l'ENS de Paris. Alors, ce petit groupe, donc, qui était mené par Christian Clot, je vais en profiter pour vous présenter un petit peu plus rapidement Christian Clot. Christian Clot, c'est ce monsieur-là, c'est un explorateur franco-suisse qui fait des explorations depuis pas loin de 30 ans. Son dada à lui, un peu, c'est les milieux extrêmes. Et là, vous pouvez le voir sur les photos, sur la photo qui est en haut à gauche de votre écran. Il est en train de traverser un désert. Et en bas à droite, il est en Patagonie avec un kayak. Alors, ce monsieur Christian Claude, il a fondé il y a pas loin d'une vingtaine d'années maintenant, le Human Adaptation Institute pour étudier l'adaptation humaine en milieu extrême. Alors, pour cela, il a monté un grand projet qui s'appelle Adaptation 4x30 jours, auquel il a participé en solo. Il a réalisé 4 traversées des milieux les plus extrêmes de la planète. Donc, vous avez le Chaussée, qui est en fait le désert du Dachelout en Iran. Il a traversé ensuite la Patagonie, une partie des canaux de Magellan en Patagonie chilienne, donc avec son kayak. Et c'est un des climats les plus versatiles au monde, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un climat qui peut changer. Vous avez les 4 saisons qui peuvent se succéder en une journée. Donc, en plus, en général, il fait assez froid à la période où elle est. Il a traversé aussi l'Amazonie brésilienne, qui est le milieu le plus chaud et humide qu'on ait sur la planète. Et pour terminer, une partie de la Sibérie orientale, donc ça s'appelle les monts Verkhonoï, si je ne me trompe pas, avec une pulka. Donc en fait, ces traversées, il les a effectuées successivement. Donc c'est le premier de la planète à avoir fait ça. Donc et en fait, il partait un mois dans chaque milieu, donc un mois en Iran. Après, il revenait en France pendant un mois en Patagonie. Et ces travaux qu'il a menés, il a été chaque fois bardé de capteurs pour pouvoir étudier ces variables corporelles au cours de ces traversées. Et puis, il a été très étudié par des IRM, ce genre de choses, tout un tas de mesures avant et après chaque traversée. Mais il était seul, et en fait, quand on fait de la science, pour que des résultats scientifiques aient une valeur, il faut que ce soit mené sur plusieurs personnes. Donc, suite à ces traversées qu'il a effectuées en 2016-2017, il a recruté des volontaires, des personnes volontaires. Il a formé un groupe de 24 équipiers et équipières, donc 12 hommes et 12 femmes, pour effectuer à nouveau ces traversées avec lui, normalement en 2019-2020, pour pouvoir être ensuite étudié par des scientifiques. Donc moi, j'ai été sélectionné dans le cadre de ce programme. Donc j'aurais dû faire ces traversées en milieu extrême avec lui et les autres coéquipiers et coéquipières. Et puis coronavirus, du coup, le départ qui devait avoir lieu en septembre 2020 n'a pas eu lieu. Mais donc l'Institut Adaptation, dont vous avez le logo au milieu, s'est penché sur l'étude d'un autre milieu extrême qu'on peut trouver chez nous, qui est en l'occurrence les grottes. Et donc ça a été l'expérience Deep Time, et c'est l'expérience à laquelle j'ai participé avec mes 14 autres coéquipiers. Donc dans ces 14 coéquipiers, nous étions 11 à faire partie, 15 coéquipiers, pardon, nous étions 11 à faire partie de ce groupe d'expédition de traversée des milieux extrêmes. Et on avait après d'autres personnes qui se sont greffées par la suite au projet, mais qui n'appartiennent pas à ce groupe d'équipiers de traversée en milieu extrême. Voilà, donc c'est pour ça qu'on se connaissait relativement bien, parce qu'on s'était entraîné auparavant pour ces traversées en milieu extrême. Du coup, je vais pouvoir vous présenter ce qui a été ma maison pendant 40 jours. Hop. Voilà la grotte dans laquelle s'est déroulée l'expérience Deep Time. Donc en France, on a beaucoup de chance, on a énormément de cavernes, un peu de partout, donc que ce soit en Ardèche, dans le Vercors, mais vous en avez aussi beaucoup dans les Pyrénées. Celle-ci se trouve au tout début des Pyrénées. C'est la grotte de Lombrive qui se trouve près de Tarascon-sur-Ariège, c'est à peu près à 1h30 au sud de Toulouse. J'ai une petite carte en haut à gauche qui vous la montre. Et cette grotte est
a été pendant très longtemps la plus vaste grotte du monde en termes de volumétrie. Vous avez des salles. Vous avez par exemple une salle qui s'appelle la salle de la cathédrale, qui fait plus de 100 mètres de haut. Et on pourrait en fait on pourrait placer la cathédrale de Notre-Dame de Paris à l'intérieur et elle rentrerait. Donc ça vous montre une idée de la taille phénoménale de cette caverne. Depuis, elle a été détrônée depuis le XXe siècle. En fait, en Indonésie, ils ont des grottes encore plus énormes qui sont tellement grandes que vous avez carrément des nuages qui peuvent se former à l'intérieur des salles. Il y a une météo qui est propre à la grotte à l'intérieur de ces cavernes. Donc ça reste malgré tout la plus vaste d'Europe. Donc c'est dans cette grotte très grande qu'on a vécu pendant 40 jours. Pourquoi cette grotte a été choisie? C'est parce que c'est une grotte qui est relativement facile d'accès. Il n'y a pas besoin de faire plein de manips de spéléo pour pouvoir rentrer dans cette grotte. On vivait à peu près à partir de 800 mètres après l'entrée de la grotte, donc il fallait quand même marcher 800 mètres, mais c'était une marche un petit peu comme si vous étiez dans un sentier de montagne. Et le choix a été fait aussi d'une grotte relativement vaste parce que ça évitait d'avoir l'impression d'être enfermé. Et le risque d'être claustro, si vous habitez dans un petit trou de souris, très vite on se sent un peu à l'étroit. Donc ça aurait été un biais pour l'étude. Là, le but du jeu, c'était vraiment d'étudier l'adaptation humaine à un milieu sans aucun repère temporel. Et aussi comment un groupe humain, donc c'est pour ça qu'on était 15, comment un groupe humain allait s'organiser dans un tel lieu. Alors je vous propose de rentrer maintenant dans cette grotte pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblaient les différentes zones de la grotte. Alors pour nous aider à nous repérer, je vous ai mis ici ce qu'on appelle une carte topo. C'est en fait un plan vu du dessus de la caverne. Vous avez tout en bas à droite, vers le petit 5, vous avez en fait le chemin qui permet d'aller jusqu'à l'entrée. Donc là, j'ai coupé presque pas loin de 600 mètres de chemin mais qui ont été coupés. Donc là, on était à peu près 800 mètres de l'entrée. On était à la fin de la partie touristique, qui est appelée partie aménagée touristique. En fait, c'est une grotte qui peut se visiter, la grotte de Lombrive. Et à la fin de cette partie aménagée, en fait, vous n'aviez plus de lumière, on rentrait dans le noir complet. Donc c'est là qu'on a commencé à vivre. Vous avez différentes parties dans ce niveau de grotte. Donc vous avez la partie aménagée touristique, vous avez la partie non aménagée dans laquelle on vivait et on évoluait. Et tout à droite, vous avez une deuxième partie qui s'appelle la partie exploratoire, qui est en fait un deuxième niveau de la grotte qui se trouvait 90 mètres en dessous du premier. Donc lui, c'était plus difficile d'y accéder. Je vous montrerai un petit peu plus comment ça se passait. Alors, la première zone que je vais vous montrer, c'est notre zone de vie. Alors, cette zone de vie, c'était la zone dans laquelle on stockait tout notre matériel. C'était la zone où on mangeait. C'était la zone où on se retrouvait. C'est la zone où on discutait, on mettait en place les différentes missions qu'il fallait qu'on fasse. Et c'était aussi les zones dans lesquelles on pouvait jouer à des jeux de société. De temps en temps, des fois, on chantait. Donc voilà, c'était vraiment notre zone de vie qui était plutôt sympa parce que, comme vous pouvez le voir, on avait une sorte de gros ballon lumineux donc du coup qui rendait la grotte beaucoup plus accueillante. Et ces ballons lumineux, en fait, c'est ceux qui sont utilisés par exemple pour les tournages de cinéma, les tournages de nuit. Donc donc ça rendait tout beaucoup plus facile dans cette zone de vie. C'était du coup la fin de la zone aménagée. Dans cette partie, vous voyez, on vivait en fait on avait une sorte de petite estrade centrale sur laquelle vous aviez des tables et des chaises, donc suffisamment grandes. C'était une table suffisamment grande pour qu'on puisse tous rentrer, donc les 15, ce qui arrivait plutôt rarement par la suite. Et vous aviez aussi des bidons bleus. Et ces bidons bleus, en fait, donc pour s'adapter à une vie dans une grotte, il fallait être plutôt organisé. En fait, c'est dans ces bidons bleus qu'on avait toute la nourriture avec laquelle on est parti. Donc on est parti avec tout ce qu'il nous fallait en termes de nourriture. Et l'eau, on la récupérait dans la grotte, donc un petit peu plus, si vous voyez, c'est tout noir au fond derrière notre grand ballon lumineux. Et en fait, là, il y avait une sorte de lac aérien. Il fallait monter sur une corde 20 mètres au-dessus de notre tête pour aller récupérer de l'eau à l'aide d'un seau et on remplissait des bidons. Et on filtrait cette eau ensuite parce qu'elle était très calcaire.
Et ces bidons ont été aussi presque mondialement célèbres parce qu'en fait, les bidons vides, on les réutilisait pour nos toilettes. En fait, donc quand vous êtes dans une grotte, vous pouvez pas, enfin 15 personnes qui vivent pendant 40 jours dans une grotte, je vous laisse imaginer si tout le monde fait ses besoins un peu partout. Donc en fait, on avait installé un système de toilettes sèches. Donc on avait ces gros bidons, on avait des vraies toilettes comme en festival, avec dessous ces gros bidons dans lesquels on pouvait mettre de la sciure. Il fallait les évacuer régulièrement, c'était une de nos missions qu'on faisait quotidiennement parce que forcément ça se remplissait assez vite, ces bidons. Donc voilà, donc là c'était vraiment la zone dans laquelle on vivait et dans laquelle on se retrouvait. On avait ensuite, hop, là on commence à rentrer dans la partie noire, donc on marche 400 mètres. Donc là, on suit les galeries sur 400 mètres et on va arriver dans la zone, dans une sorte de carrefour qu'on appelait notre zone science. Et c'est ici qu'on a fait pas mal d'expériences scientifiques dans le petit cabanon qu'il y a ici. Alors pourquoi on avait ce petit cabanon? Ça permettait en fait d'isoler un peu phoniquement la personne qui faisait des questionnaires ou qui était en train de travailler du reste de la grotte, parce que s'il y avait des gens qui passaient autour, ça pouvait faire du bruit. Et c'était aussi pas très loin de la zone dans laquelle on dormait, donc s'il y avait des gens qui discutaient dans la zone science, ça pouvait réveiller du monde. Alors là, on a l'impression, on était dans une zone qui était complètement sombre. En fait, on a l'impression qu'il y a de la lumière sur la photo. C'est juste que ces photos, donc c'est moi qui les prenais, les photos. Je suis parti en tant que photographe dans cette expédition. Une de mes missions était d'être photographe. Donc il y avait plein de missions possibles. Il y en a qui étaient responsables de l'approvisionnement en eau. Il y avait une responsable des films. Il y avait le médecin. Donc moi, mon rôle, c'était d'être photographe et de tenir le journal de bord. Et par exemple, bah là, pour faire de la photo, j'utilisais des flashs qui se déclenchaient au moment où j'appuyais où je déclenchais mon appareil photo. Donc ce qui donne l'impression qu'on avait de la lumière. Mais pour de vrai, il fallait une grosse frontale et un gros casque pour pouvoir se déplacer. Donc là, vous avez la zone science et vous avez juste derrière dans une autre galerie qui s'appelle Up. Alors oui, je suis allé un peu trop vite. Cette zone science, elle était séparée en deux parties à la base. Dans ce carrefour, on avait une zone avec une petite tente avec des ordinateurs et ce gros cabanon qui était isolé phoniquement. Les ordinateurs étaient alimentés par une grosse batterie qu'on chargeait en pédalant. Et en fait, dans les premiers jours, on a cassé notre batterie. Du coup, on était obligé de la faire recharger très régulièrement donc au circuit électrique de la grotte, de la partie qui était visitable de la grotte, donc il y avait un petit peu d'électricité. Et c'est pour ça qu'on a séparé en deux notre zone science. Donc on avait la partie dans le carrefour avec le petit cabanon isolé phoniquement, pardon, et cette partie qui était à côté de la zone de vie. Donc en gros, là, quand j'ai pris la photo derrière moi, vous aviez le gros ballon lumineux. Vous aviez la même vue que ce que vous avez vu sur sur la première diapo que je vous ai montré de la grotte. Et voilà, donc en gros, on avait tout un tas d'expériences que je vous montrerai un petit peu après. Alors maintenant, si je ne me trompe pas, je vous montre la zone dodo. Donc la zone dodo, vous avez la zone qui est entourée sur le petit plan. C'était une galerie qui s'appelait la Galerie du Lion, qui faisait 150 à 200 mètres de long. Et en fait, on l'avait choisie parce qu'elle était relativement plate et surtout, elle avait un sol en sable. Et du coup, bah, ça isolait beaucoup les bruits. Parce que dans cette zone dodo, il y avait une règle absolue, c'était de ne pas de ne pas se déranger les uns et les autres. Et donc, il fallait qu'on soit dans un silence absolu. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on n'avait aucun repère temporel, pas de montre, pas d'accès au soleil, pour que l'expérience soit vraiment, enfin, pour ne pas biaiser l'expérience, il fallait qu'on évite de se réveiller parce que forcément, bah, en fait, c'est un réveil qui n'est pas naturel si ce sont les autres qui vous réveillent en allant secouer votre tente. Et voilà, donc pour ça, on était séparés d'une quinzaine de mètres. On avait chacun une tente individuelle dans laquelle on dormait, où on avait tout un petit espace pour stocker notre matériel. On avait un lit de camp, un gros duvet dans lequel on dormait. Et en gros, bah, vous aviez 15 tentes qui étaient. Là, c'est les premières tentes, il fallait s'enfoncer tout au fond pour avoir les 15 tentes. Alors, je vous disais que c'était en sable, donc on s'entendait peu les uns les autres. Ça, c'est en théorie. En pratique, il y avait certaines parties de la grotte qui résonnaient beaucoup plus. Et donc, je laisse imaginer les ronflements, ce que ça peut représenter parfois quand on avait un tracteur parmi nous, ou ce genre de choses. Ou juste, moi, par exemple, j'étais sur une zone, sur une dalle en béton
qui faisait réverbération un petit peu. Et dès que je tournais dans mon lit, je faisais craquer mon lit de camp. Et je rendais fou, mais apparemment, j'ai rendu fou mes colocs enfin, mes voisins de tente à côté. Et à la fin de l'expérience, on arrivait quand même assez finement à savoir qui était en train de bouger dans sa tente ou ce genre de truc. Donc, c'était zone de silence absolue. Malgré tout, on s'entendait un petit peu, mais dans tous les cas, on n'avait pas le droit de se réveiller. Donc voilà, donc ça, c'était les 3 parties les plus importantes de tente, la zone de vie, la zone de science et la zone pour faire dodo. Et la dernière zone dont je voulais vous parler, c'était la zone exploratoire. Donc ça, la zone exploratoire, pour y accéder, il fallait par contre vraiment qu'on fasse c'était de la spéléologie pure et dure. Donc il a fallu pendant les... alors, j'allais vous dire pendant les 10 premiers jours, mais je vais plutôt parler des 10 premiers cycles. Parce que comme on n'avait plus de soleil, d'accès au soleil, qu'on n'avait pas de montre non plus, on fonctionnait plus en jour, mais on fonctionnait en cycle. En gros, un cycle, c'était une période d'éveil et une période de sommeil. Voilà, donc à partir donc c'est comme si on avait un jour et une nuit. Bah, nous, c'était une période durant laquelle on avait été actif et une période durant laquelle on était allé se coucher en disant bah, je vais me coucher pour ma nuit, entre guillemets. En gros, c'était un cycle, c'était d'un réveil à l'autre. Voilà, donc on a mis 6 ou 7 cycles en tout. Ça doit faire plus d'une semaine. À toutes et tous se former en spéléologie, donc à pouvoir descendre sur une corde, remonter sur une corde, les techniques de sécurité pour justement pour ne pas se faire mal, parce que vous devez le voir sur la photo qui est à droite. On avait des rappels qui faisaient plus de 45 mètres de haut, donc c'est quand même, ça peut être assez impressionnant. Alors pas tant que ça, parce qu'en fait quand on est dans le noir complet, on voit pas grand-chose, on voit pas vraiment où on descend, heureusement. Mais ça reste quand même malgré tout un peu impressionnant. Et puis quand on était tout en bas dans cet espace exploratoire, vous le voyez, il y a des parties toutes bleues et en fait c'était des lacs souterrains dans lesquels on se déplaçait grâce à des petits canoës. Donc il fallait pas tomber dans l'eau et on avait appris tout un protocole à faire si jamais l'un d'entre nous tombait dans l'eau, ce genre de choses. Donc c'était une partie magnifique de la grotte qui est très peu visitée pour le coup, parce il faut se débrouiller en spéléo. Mais après, c'était la partie dangereuse dans laquelle on aurait pu avoir des accidents. Donc c'est pour ça qu'on faisait très attention. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais l'avantage de faire des expéditions dans une grotte en France, c'était que si jamais il y avait un accident, on pouvait avoir, il suffisait en fait d'alerter l'extérieur. On avait pour ça une sorte de, on appelle ça un génophone. C'est comme les pots de yaourt reliés à une ficelle qu'on peut avoir quand on est petit. Mais sauf que là, c'était un fil beaucoup plus long qui faisait pas loin d'1 kilomètre. Et en fait, vous avez un combiné, et quand vous parlez d'un côté du combiné, vous faites tourner votre combiné, ça fait une sorte de petite sonnerie de l'autre côté du combiné. Donc c'était à l'extérieur de la grotte où il y avait une équipe qui veillait 24 heures sur 24. Et eux, on pouvait leur dire s'il y avait un souci ou ce genre de choses. Ça n'a jamais eu lieu, heureusement. Mais en cas de pépin, ils auraient pu alerter les secours qui seraient venus nous chercher assez rapidement. Mais ce qui aurait mis fin à la mission, parce que avoir des personnes qui arrivent, ça voulait dire avoir ça voulait dire sortir un peu de notre bulle et avoir une idée du temps qui passe dehors. Donc voilà. Alors, comme vous racontez 40 jours d'expédition en une demi-heure, ça va être un petit peu compliqué. Je vais vous partager avec vous, en fait, 3 activités qui ont été pour 3 moments, 3 activités qui ont vraiment été clés pour moi et qui représentent en fait ce que j'ai pu vivre dans la grotte. Si jamais on a un peu de temps à la fin, malgré tout, j'ai des photos en plus, je pourrais vous les montrer, mais on pourra faire ça après les questions si jamais ça vous intéresse. Alors, hop, le premier moment que je voulais vous montrer et qui a été pour moi fondamental qui montre plusieurs points fondamentaux dans ce qu'il a fallu mettre en œuvre pour s'adapter à ce mode de vie qui est complètement différent de celui qu'on peut avoir à l'extérieur. La première chose, je ne sais pas si vous voyez, c'est qu'on est très bien habillé. En fait, dans cette grotte, il faisait 10 degrés en permanence. Dans les cavernes, en général, partout dans le monde, vous avez une température qui est fixe et qui ne bouge pas, qui est même assez constante au cours de l'année. Et dans la caverne dans laquelle on était, il faisait 10 degrés, ce qui est
très très froid si on est actif, mais qui peut devenir très très froid si jamais on reste immobile. Et par contre, il y avait une humidité de 100%. Donc en fait, vous avez un froid terriblement perçant. En gros, dès qu'on restait un peu inactif, si on n'était pas très habillé, même en restant bien habillé, dès qu'on restait, enfin pour ma part, ça a été le cas. Dès que je restais inactif, ça me faisait un peu la même sensation. Je ne sais pas si vous visualisez, par exemple, vous êtes chez vous, il fait un peu frais, vous êtes en train de travailler derrière l'ordinateur, vous travaillez 2 heures derrière l'ordinateur, et à la fin, vous êtes complètement congelé, vous avez l'impression que le froid est en vous. Et donc c'était un petit peu cette sensation-là qu'on avait. Et par exemple, moi, souvent, en gros, ce qui me réveillait souvent, c'était le froid. Malgré le fait qu'on ait un bon duvet, au bout d'un moment, je me réveillais, je me couchais juste en sous-vêtements. Et en fait, au fur et à mesure de la nuit, je rajoutais des couches et à la fin, j'avais trop froid. Donc, c'est ce qui me faisait me lever souvent. C'était un réveil. C'était mon réveil à moi, le froid. Alors, pourquoi je vous montre ce moment convivial qui est le repas? C'est parce qu'en fait, d'une part, pour lutter contre le froid, il n'y a pas de secret. Il faut manger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Soit être très actif, mais quand on est très actif, forcément, ça creuse. Donc voilà, donc on avait tendance à beaucoup manger. Et en fait, ces moments de repas étaient fondamentaux à plusieurs points de vue, parce que pour moi, ils nous ont permis, en fait, ils ont remplacé un petit peu l'heure chez nous et ils nous ont permis de synchroniser le groupe. Parce que très vite, en fait, quand on est rentré dans cette grotte, comme il n'y avait pas de réveil, il y a des gens qui se sont levés plus ou moins tard. Et en fait, très très vite, on s'est retrouvés complètement éclatés. Donc en gros, en permanence, vous aviez toujours quelqu'un qui dormait ou quelqu'un qui était réveillé dans la cabane. Et on avait malgré tout pas mal d'activités à faire. Donc c'était gestion de la vie de camp, aller chercher de l'eau, aller extraire du coup, donc déposer dans une sorte de sas. On avait un sas dans lequel on déposait tous nos déchets. Et en fait, il y avait une équipe extérieure qu'on rencontrait jamais, qui venait les chercher, qui après nous replaçait les bidons qui avaient été vidés. Il y avait aussi, pour ma part, faire de la photo ou faire des images. On a aussi topographié la grotte avec un appareil 3D. On l'a nettoyé aussi. Enfin, voilà, toutes ces activités qu'on pouvait avoir. Ça a été très difficile au départ de se coordonner, de travailler ensemble. Et en fait, un peu malgré nous, les repas nous ont synchronisés. Parce qu'en fait, quand on avait une grosse tâche à faire qui pouvait prendre plusieurs heures, on se disait, bon, comme ça va nous prendre du temps, on se fait une bouffe tous ensemble. Et du coup, petit à petit, à plus ou moins 2 ou 3 heures près, on a commencé par petits groupes à synchroniser. Donc pourquoi je vous dis par petits groupes? C'est qu'en fait, moi, j'appartenais à un gros groupe, on était 8 ou 9, et on avait à 2 ou 3 heures près plus ou moins les mêmes rythmes. Donc on se levait à peu près en même temps, on allait se coucher à peu près en même temps. On avait un groupe de 2, 3 personnes qui étaient complètement sur ma nuit à moi, donc que je croisais quand j'en étais pour moi à ma fin de journée, je les croisais qui se levaient. Et après, quand je me levais, eux allaient se coucher. Et on avait au milieu des voyageurs temporels un petit peu qui se, qui se promenaient. Donc c'était assez rigolo. Et voilà, et donc ces petits groupes de travail, en fait, on s'est synchronisé plus ou moins avec les repas. Et ces repas aussi, c'est quelque chose qui est hyper important en expédition. Donc c'est pas seulement pour l'expédition Deep Time, c'est aussi très important, par exemple, pour les personnes qui font des hivernages en Antarctique ou ce genre de choses. Parce que ça leur permet d'avoir des moments de détente dans lesquels on pose un peu son cerveau parce qu'on va se mettre à faire des petits plats un peu sympas qui nous plaisent bien, qui permettent de remonter le moral. Et c'est aussi des grands moments d'échange. Et en fait, c'est fondamental dans une situation comme ça où on est un petit peu, on est dans un milieu compliqué et dans lequel on peut vite se sentir un peu mal. D'avoir ces moments d'échange, ça permet d'évacuer un petit peu la pression autour d'un bon petit plat. Donc voilà, donc c'est pour ça, j'ai eu l'impression qu'on a énormément mangé dans la grotte. Paradoxalement, on a presque tous maigri. En fait, on a perdu beaucoup de notre part de masse grasse dans la grotte parce qu'en fait, le gras, cette masse grasse, on l'a brûlé avec le froid pour se tenir chaud. Notre corps l'a brûlé. Donc voilà, donc c'est le premier moment que je voulais partager avec vous, ce moment convivial un petit peu dans la zone de vie. Et voilà, qui se faisait toujours avec le gros ballon lumineux qui nous faisait un bien fou. C'était les seuls moments où on n'était pas avec une frontale. Et, et donc c'était des moments assez sympas.
Alors, la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était en fait le but de l'expédition en elle-même, c'était toutes les expérimentations scientifiques qu'on a dû faire avant la grotte. Donc, on a fait par exemple des IRM avant de rentrer dans la caverne, et après, qu'on a refait d'ailleurs après. Et pendant les 40 jours d'expédition, on a eu tous les jours des tests scientifiques à faire. Donc là, je vous en ai mis beaucoup et ils y sont pas tous. L'image, on a l'impression qu'il y en a, enfin, on est un peu assailli de différentes images. C'est en fait pour vous montrer un sentiment que j'ai eu moi dans cette caverne, c'est que j'avais l'impression de faire toujours de la science. Et ce qui est normal parce que c'était le but. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, c'était d'étudier l'adaptation du corps humain donc à un milieu sans d'anomie temporelle, donc sans aucun repère temporel et sans accès à la lumière du jour. Mais aussi d'étudier comment un groupe humain s'organisait. Donc là, en l'occurrence, je vous ai parlé des repas tout à l'heure pour pouvoir fonctionner ensemble. Et donc, toutes ces expériences scientifiques, on va dire que les plus importantes étaient menées avec le petit smartphone que vous avez en haut à droite, qui s'appelle un Crosscall. En fait, dans ce smartphone, on avait une seule application avec plein de questionnaires. Et c'était dans cette application donc dans ce smartphone, l'heure avait été enlevée, on n'avait pas du tout accès à l'heure. Et par exemple, dès qu'on se levait, je ne sais pas si vous voyez sur la photo, vous avez un petit bonhomme qui dort, un petit bonhomme qui se lève, un petit pictogramme. Et en fait, par exemple, dès que je me levais, j'appuyais, je prenais ce cross-call, j'appuyais sur ce petit pictogramme en disant que je me levais. Dès que je mangeais, j'indiquais avec qui j'avais mangé, ce que j'avais mangé, si j'avais aimé ou pas. Donc voilà. Donc moi qui pensais un petit peu lâcher prise avec les smartphones, ça n'a pas été le cas. Oui, Juste une question, parce que pour la suite, est-ce que vous aviez chacun ce smartphone ou ouais. vous rentriez tous dans le même? On avait chacun notre smartphone toujours dans la poche. D'accord, ok. Donc voilà. Donc on l'avait toujours. On avait aussi toutes et tous des gélules donc en bas à gauche, j'ai eu une de mes coéquipières, Nicole, qui est en train d'avaler ces gélules. En fait, ces gélules, c'était à l'intérieur, vous avez une sorte de mini thermomètre et ça permettait de connaître en temps réel notre température corporelle. Et par exemple, on a découvert que au lieu d'être à 37, très vite, on avait des corps qui étaient à 35 ou 36 degrés. Donc c'est pour montrer qu'il faisait quand même pas très chaud. Et ces gélules, on les évacuait, on les avalait, on les évacuait naturellement. Elles finissaient dans le bidon avec notre sueur et tout ça. Même notre sommeil était étudié, donc c'est ce que vous voyez au milieu, on utilisait ce qu'on appelle un SOMT. Et en fait, il fallait dormir avec des patchs qui permettaient de mesurer notre temps de sommeil et de mesurer avec des patchs et des électrodes et de mesurer aussi les différents cycles de sommeil qu'on pouvait avoir dans la grotte. Et pour vous donner un aperçu, une idée toute simple de ces cycles de sommeil, par exemple, moi je me suis toujours réveillé tout seul ou parce que j'avais froid, mais je me suis jamais réveillé en ayant la tête dans le cul, vulgairement dit. En fait, je me suis toujours réveillé naturellement en ayant l'impression d'être reposé parce qu'en fait, on s'endormait à, enfin, quand on se réveillait plutôt, on se réveillait toujours à la fin d'un cycle de sommeil. Donc, on en a plusieurs pendant la nuit. Et à la fin de chaque cycle, c'est à ces moments-là que vous avez des micro-réveils durant la nuit. Nous, on s'est toujours réveillé à la fin de ces cycles. Donc, en fait, on n'était pas si endormi que ça quand on se réveillait le matin. Et ça, c'est plutôt agréable de se réveiller tout seul. Par contre, à contrario, je vous ai montré tout à l'heure les repas. C'est vraiment ça qui m'a permis de m'adapter au rythme de vie de la grotte et et de garder un contrôle sur le temps qui passait. En fait, j'avais très très peur au départ. Moi, je fonctionne beaucoup avec une montre dans la vie de tous les jours. J'ai tendance à aller me coucher à minuit parce que c'est l'heure d'aller se coucher, ou j'ai tendance à manger à midi et demi parce que c'est l'heure de manger. Et dans la grotte, j'avais pas ça. Donc, je me suis dit, ok, en surface, tu manges 3 fois par jour. Donc là, je m'interdisais d'aller me coucher tant que je n'avais pas fait 3 repas dans la journée. Un petit déjeuner, un dîner. Et le seul moment où durant lequel je perdais cette notion du temps qui passait, c'était quand je me réveillais en fait. Et que je commençais donc un nouveau cycle, j'étais incapable de savoir si j'avais fait un cycle de sommeil ou si j'en avais fait 12. Et ça, c'était assez déroutant au départ. Après, on lâche prise petit à petit. Mais voilà, donc ça, c'était les expériences qu'on menait tous, chacun de notre côté, qui n'était pas toujours agréable parce que très vite, en fait, je vous avoue que ça gave un petit peu de toujours devoir remplir des données sur son smartphone ou de s'endormir avec des électrodes autour du cou. On a vite tendance à se réveiller à moitié étranglé.
On avait aussi des manips qu'on faisait moins souvent, mais qui nous prenaient plus de temps, qui pouvaient presque prendre un cycle entier. Et là, vous avez en haut à gauche, on avait des casques de réalité virtuelle pour étudier comment évoluait notre spatialisation, comment notre représentation de notre corps dans l'espace, parce que forcément, comme la vue était moins importante, comme on vivait dans l'obscurité, notre corps ne se percevait pas de la même manière dans l'espace. On avait aussi tout un tas de questionnaires divers et variés, surtout des questionnaires en lien avec l'éthologie, donc l'étude du comportement, et la psychologie, le leadership, tout ça, tout ça. Et ça, on râlait beaucoup pour les faire, mais on les a tous faits. Donc voilà. Et la dernière activité que je voulais vous montrer et qui moi, m'a pas mal fait rêver, c'est l'exploration, donc la descente au deuxième niveau. Euh, hormis le projet scientifique qui m'intéressait beaucoup, euh, ce qui me faisait rêver un petit peu dans ce projet, c'était d'explorer des territoires complètement vierges et inexplorés ou presque. Et souvent, on a en tête l'idée de partir à l'autre bout du monde pour aller voir des paysages de ce style, de faire vraiment de l'exploration. En fait, non, en France, sous nos pieds, on a des kilomètres et des kilomètres de galeries qui n'ont jamais été visitées par personne. Donc là, il y avait quelques spéléos qui étaient déjà allés ici. Mais en gros, c'est assez dingue de se sentir, de marcher dans ces grandes cavernes juste à la lueur d'une frontale et de découvrir des couleurs qui sont extraordinaires. Là, on est dans une salle qui fait plus de 25 mètres de haut. Et donc, je l'ai photographié en utilisant, là j'ai 6 flèches différentes qui ont été positionnées dans la salle en même temps pour pouvoir l'éclairer. Et donc, nous, on la voyait jamais comme ça. La salle, c'était beaucoup plus sombre. Mais du coup, c'était presque féerique. Et déjà, tous les sons sont étouffés. Mais vous entendez juste les bruits des gouttes d'eau qui tombent. Et ce dont on ne se rend pas compte là, c'est que le plafond était complètement noir. Noir, presque violet, tellement il était sombre. Et vous aviez les stalactites et les stalagmites qui étaient blanches, translucides. Donc c'était vraiment fou. On avait l'impression d'être dans le trou d'une araignée géante. C'était à la fois flippant et à la fois magnifique à voir. Et, euh, et ça, pour moi, cette notion d'émerveillement qu'on a eu en se déplaçant dans cette caverne, c'est fondamental pour l'adaptation à un milieu, une situation qui nous dépasse un petit peu et un milieu dans lequel on n'est pas forcément bien au premier abord, parce qu'en fait, ça vous aide à l'accepter. Et, euh, et le fait de le trouver beau, d'être content de s'y promener, euh, pour moi, ça nous a vraiment aidé au-delà avec l'aspect humain et l'aspect de groupe et de ces moments conviviaux qu'on avait avec les repas, ça nous a vraiment aidé à nous adapter et à être toujours, un peu tous les jours émerveillés par cette caverne qui est magnifiquement belle et se dire, waouh, on a quand même de la chance de vivre quelque chose comme ça. Et voilà. Et du coup, au bout de 40 jours, eh ben, on s'est retrouvés dans cette situation. Et je vous mets du coup cette photo d'une foule bondée juste après la photo de cette immense salle avec juste une seule personne à l'intérieur. C'est pour vous montrer en fait la violence qu'on a ressenti, qu'on a pu ressentir quand on est sorti de cette caverne. En fait, comment ça s'est passé? En fait, on a un beau jour, les responsables de la base arrière avec 2 caméramans et un photographe qui sont arrivés comme ça, comme des fleurs, dans notre espèce de ville où on avait le gros ballon. Et en fait, ils sont pas arrivés au bout de 40 cycles, comme on pouvait l'imaginer. Pour ma part, ils sont arrivés à mon 31e cycle. Donc ça voulait dire que j'avais vécu 31 jours, dans la grotte, j'avais vécu 31 jours, quand en fait, en extérieur, 40 jours s'étaient écoulés. Et ça a été extrêmement violent pour toutes et tous parce on n'avait pas l'impression de. On avait l'impression que 9 jours de notre vie avaient disparu. Et encore, moi, quand je vous parle de 31 cycles, j'étais dans la fourchette haute. On a par exemple notre infirmière qui, elle, a vécu 23 cycles. Donc, c'est comme si le temps, en fait, s'était écoulé 2 fois plus lentement pour elle. Donc pour elle, ça a été un choc encore plus grand qu'on vienne la voir au bout de 23 cycles en disant, écoute, c'est bon, les 40 jours se sont déroulés. Et donc ça, déjà, ça a été assez difficile à encaisser. Puis, il faut imaginer l'arrivée un petit peu de ce groupe. En fait, ils sont arrivés avec des sortes de projecteurs
pour filmer, parce qu'ils filmaient en même temps leur arrivée. Et quand vous n'avez pas vu d'autres personnes pendant 40 jours, et que d'un coup, dans une partie de la caverne dans laquelle il n'y avait jamais personne, vous avez un petit groupe avec des sortes de halos lumineux autour qui apparaissent, ça fait un peu le même effet que si vous avez des ovnis qui débarquent dans votre maison. Donc ça, c'était assez difficile enfin, étrange à vivre. Et, euh, et puis on avait toutes et tous l'impression de ne pas avoir fini complètement tout ce qu'on avait prévu de faire, quoi. Donc ça a été chaud. Et on a eu un retour un retour dans le monde chronométré, timé, qui a été hyper violent. Parce que, en fait, quand ils sont arrivés, ils nous ont dit, bon, bah voilà, on est le 24 avril, il est 20h. Allez vous coucher, parce que demain, il va falloir qu'on vide toute la grotte et tous les scientifiques arrivent pour refaire des expériences et mener plein d'études sur vous. Donc en gros, on a eu, si je me trompe pas, on a dû avoir 36 heures ou quelque chose comme ça pour faire ces expériences scientifiques, vider la grotte. Moi, pour ma part, il fallait que je fasse des images, que je termine des images, donc avec Marina, la responsable des images. On a tourné pendant 18 heures d'affilée. Donc là, pour le coup, on avait une montre qu'on avait récupérée. Donc je vous laisse imaginer quand vous êtes un peu dans votre monde où personne ne vous réveille, où en fait on prenait le temps de faire les choses, où notre vie était vraiment rythmée par les repas, par le fait de faire une tâche à la fois. Et du coup, ça fait beaucoup de bien. Et de se retrouver comme ça avec des gens qui vous disent, bon, bah là, vous avez 36 heures pour tout ranger, on va bientôt sortir. Et quand on sort, quand on arrive, là, on se retrouve avec une nuée de journalistes qui étaient là avec des masques partout. Et ce retour dans le monde des masques a été... donc on a appris qu'il y a eu un confinement en même temps que le monde était... Enfin, la France était à nouveau confinée. Donc ça a été assez étrange à vivre. Je pense qu'on a toutes et tous partagé ça, que ça a été à la fois très fatigant, cette sortie de grotte, et très fort émotionnellement parlant, parce que d'un coup, on se retrouve avec plein de personnes qui nous posent plein de questions. Et voilà. Le point positif, par contre, c'est qu'il y avait le printemps. Et quand on est rentré, il faisait encore très froid, et quand on est sorti, et ben, tout était vert. Et ça, c'était dingue. On avait un peu perdu, enfin pour ma part en tout cas, quand on est arrivé dans à l'entrée de cette grotte, c'est d'abord les parfums qui sont arrivés. J'ai eu le sentiment que ça sentait un peu comme chez le fleuriste. Je suis un peu déçu d'avoir fait cette association d'idées. Mais j'ai vraiment eu cette sensation-là, ça sentait vraiment les fleurs très très fort. Et ça a disparu assez vite, ça a disparu au bout de, je pense, 45-50 secondes, cette sensation de plein d'odeurs qui arrivait. Et puis après, on est arrivé, on a vu le ciel. Et alors, bah, moi qui faisais de la photo depuis 40 jours, pas 31 jours pour moi, j'ai eu l'impression, et je me suis dit, ah bah tiens, le ciel est complètement cramé, ils ont foiré la balance des blancs. En fait, c'est juste que c'était tellement fort, la puissance du soleil, j'avais l'impression que tout était brûlé. Enfin, tout était trop blanc. Et petit à petit, les yeux, donc on avait des lunettes de soleil, c'était hyper important pour se protéger les rétines. Et on a dû les porter pendant 2 ou 3 jours parce qu'on était encore très sensible du coup à cette puissance. On se rend pas compte de la puissance que peut avoir le soleil. C'est un truc, c'est phénoménal quoi. Quand on en est privé pendant 40 jours, on se rend compte à quel point c'est génial et à quel point ça nous tient chaud aussi. Donc c'était assez chouette de retrouver ça. Et moi, ce qui m'a marqué, c'était aussi comme c'était le printemps, toutes les feuilles étaient en train de sortir et c'était vraiment les contrastes de, de, de ces différents verts que j'ai trouvé vraiment très beaux et le fait de pouvoir voir très très loin d'avoir un horizon en fait. Donc voilà, en plus l'Ariège, c'est une région super belle et montagneuse, donc on a vraiment des sommets qui sont à perte de vue, donc ça c'était magnifique. Donc voilà, donc sortie un peu rock'n'roll, en sachant on est sorti, en gros, l'expérience s'est arrêtée le jeudi 24 avril, on est sorti le samedi à 10h du matin. On a enchaîné tout de suite avec une conférence de presse et des interviews, puis par un ensemble de tests scientifiques dans lequel il a fallu faire des tests de VMA. Donc en fait, c'est des tests, il faut que vous couriez d'un plot à l'autre et c'est pour voir à quel moment vous allez craquer. Donc c'était assez difficile après être sorti de la grotte. Et après, on a enchaîné le lendemain, on se levait à 3h du matin pour partir à Paris, pour aller faire des IRM dans la foulée. Donc ça, c'était épuisant. Donc, plus que l'expérience de la grotte en elle-même, où, somme toute, en fait, ça a été assez facile de s'adapter parce qu'on a pris notre temps pour nous adapter. Ça a été plutôt la réadaptation à notre monde qui a été, pour ma part en tout cas, hyper violente. Parce que je vous laisse imaginer ce que peut représenter le retour donc dans le monde du confinement, le monde de toutes les injections qu'on peut avoir dans la journée, le monde des mails aussi.
imaginez quand vous rouvrez votre boîte mail après 40 jours sans l'avoir ouvert. Ah oui, 5000 mails. Ok, super. Donc ça, c'est assez difficile à vivre. Aussi, les notifications sur le téléphone. Et, euh, et ça, je me rendais pas compte avant cette expérience à quel point on était toujours sollicité. Et, euh, et voilà, la sortie a été pour moi plus difficile que que l'entrée, vraiment. Et j'ai aussi, me suis un peu surestimé et en fait, j'ai rattaqué le travail une semaine après être sorti de la grotte. Et du coup, ça a été très, très, très difficile. Donc, je retravaillais à Explora, donc c'est le nouveau centre de sciences qu'a ouvert la Rotonde à Saint-Étienne. Donc, on venait juste de l'ouvrir, il a ouvert le 20 mai. Donc, je suis arrivé à un moment où tout le monde charbonnait, tout le monde était stressé parce qu'il y avait l'ouverture de ce centre. Et à côté, donc en fait, les soirs et mes nuits et les week-ends, j'ai écrit un article pour Science et Junior. J'ai repris un petit peu mes activités de journaliste pour raconter cette aventure. Et en fait, je me suis un peu vulgairement dit fumer le cerveau en un mois. Et ça a été très difficile. Il a fallu que j'attende 2, 3 mois derrière pour réussir à me remettre de ce contre-coup et de la grotte et du fait d'avoir voulu reprendre le travail trop, trop vite derrière. En gros, pour vous donner un petit exemple, j'avais l'impression de ne pas réussir à reprendre une charge mentale normale. Ce que j'entends par là, c'est donc les injections du boulot, des boîtes mail, ce genre de truc, le fait qu'il faille penser pendant que vous êtes au travail, ah oui, en plus il faut que je parte avant 18 h parce qu'il y a le couvre-feu, donc il faut que je fasse les courses, d'arriver, donc moi je suis en coloc, donc d'arriver dans la coloc, faut faire à manger ou faire des courses pour tout le monde, ce genre, donc ça prenait une énergie assez phénoménale. Il faut répondre à toutes les sollicitations, soit de journalistes, soit d'amis, de proches qui demandent à juste titre en fait des nouvelles. Et ça, j'ai eu du mal à tout le gérer. À cela s'ajoutait la charge de travail que j'ai voulu reprendre comme si de rien n'était, qui était un petit peu difficile à reprendre. Donc voilà, le, le fin mot de cette histoire, c'est que ça a essayé de se réadapter à notre monde qui est complètement fou en ce moment, qui a été, qui a été un petit peu difficile. Voilà, c'est tout ce que je peux vous raconter sur cette expérience. Si jamais ça vous a plu, donc hormis les questions et réponses qu'on va pouvoir, que vous allez pouvoir me poser si vous en avez envie après, je voulais juste vous dire que Christian Claude, donc l'explorateur qui nous a mené qui a mené ce projet, qui a dirigé ce projet, a écrit un livre qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont, dans lequel il présente un peu plus en fait le déroulé de ces 40 jours de manière un peu plus précise et il explicite aussi mieux que moi tous les travaux scientifiques qui ont été menés. Parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, mais on avait 60 chercheurs qui travaillent, qui nous ont étudiés. Donc, ça pouvait être des gens qui étudiaient la chronobiologie. Donc, c'est en fait l'horloge interne qu'on peut avoir, qu'on a toutes et tous dans notre corps. C'est eux qui ont, par exemple, ont étudié comment, en absence de soleil, ben, qu'est-ce qui se passe, quand est-ce qu'on a envie de dormir, quand est-ce qu'on a envie de manger. Euh, enfin voilà, ce genre de choses, comment évoluent nos températures corporelles, ce genre de trucs. Comment évoluent les règles aussi chez les filles, par exemple. Ce genre de choses. Vous avez aussi on a aussi des spécialistes de l'oreille interne qui ont étudié comment changer notre manière de nous repérer dans l'espace. Et puis on avait aussi des psychologues qui nous ont filmés en permanence sur notre camp de vie, donc pour voir en fait les différentes interactions qu'on avait les uns avec les autres. Et voilà. Ces données sont d'ailleurs pas encore connues. En fait, le temps de la science, c'est un temps qui est assez long. Donc, le temps de dépouiller toutes ces données, il va falloir encore, je pense, bien un an. Donc, les premiers résultats, on les aura pas avant 2022, 2023. Le temps que ces données soient dépouillées, que les articles scientifiques qui les présentent soient rédigés, acceptés et publiés dans des revues scientifiques. Les premiers résultats qu'on a eu là, ça a été bah, que on a eu en moyenne, mais ça c'est assez facile d'en se rendre compte, on a vécu, pour ma part, j'ai vécu 31 jours au lieu de 40, donc ça veut dire que j'avais des journées qui duraient en moyenne 32 heures. Par exemple, ma coéquipière Émilie, qui a eu des cycles de 23 heures, bah, par exemple, qui a vécu 23 cycles, elle a eu un cycle de 60 heures. Donc en gros, elle est restée plus de 48 heures debout, et après elle allait se coucher. Donc ça vous laisse imaginer ce que ça peut représenter. Comme on s'en rendait compte parce qu'on était épuisé en fin de journée. Enfin, pour ma part, j'étais vraiment épuisé en fin de journée, donc je me rendais compte que mes journées devaient durer plus longtemps que d'habitude. Je me rendais pas compte que ça puisse être aussi long.
Donc voilà, donc il y a pas mal de résultats, enfin les premiers résultats en tout cas qui sont présentés dans ce bouquin. Et voilà, je voulais vous remercier de votre attention et juste vous dire que ce que j'ai pu retenir de cette expérience, c'est que ça a été déjà une aventure humaine assez extraordinaire. Et du coup, ça a même été plus facile que prévu parce que vous pouvez voir sur la photo, même si on est un peu boueux, on a l'air plutôt en forme et plutôt content. Et ça, je pense que ça a été vraiment grâce au groupe, au fait, à tous ces moments de convivialité qu'on a pu avoir. Et je pense même que on peut presque toutes et tous vivre une telle expérience quand on a un chouette groupe. En fait, s'adapter à notre situation, c'était pour moi facile. C'était plus facile en tout cas que ce que j'imaginais, parce que c'était une situation pour laquelle on savait que ça allait s'arrêter. C'était une situation pour laquelle on avait été préparé. Donc on était organisé en amont, on avait toutes et tous des rôles complémentaires. Et, euh, et voilà, chose que à mes yeux, je trouve que les confinements, par exemple le premier confinement qu'on a pu vivre, qui était une expérience assez similaire, où pas mal de personnes ont pu perdre le sens des jours qui passaient, enfin du temps qui passait, et qui ont pu très vite se décaler dans leur journée. Bah, contrairement à quand nous, on était à l'abri, on était dans un petit cocon dans notre grotte. Pendant ce confinement, bah, personne ne savait quand cette expérience, quand ça allait s'arrêter. Et surtout, à l'extérieur, il y avait une menace qui était le coronavirus qu'on connaissait, dont on connaissait pas encore réellement les effets. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une expérience qui est relativement facile à mener. On a fait une expédition facile, entre guillemets, à mes yeux, mais elle a été facile parce qu'il y a eu la force du groupe qui nous a aidés à toutes et tous bien vivre cette expérience. Enfin, en gros, j'ai vraiment eu le sentiment que la bienveillance s'est développée dans ce groupe. Quand on est dans un milieu complexe ou dans une situation un peu compliquée, bah, je trouve qu'on a tendance à se serrer les coudes. Et du coup, et à savoir qu'il faut faire attention aux uns et aux autres pour que tout se passe bien. Donc, je trouve vraiment qu'on a une écoute qui s'est développée et qu'on avait toujours une oreille attentive si ça se passait bien ou si ça se passait pas bien. Et ça, c'était hyper plaisant. Et voilà, ce que je peux vous dire d'autre, c'est que bah, c'était chouette de pouvoir vivre une expédition scientifique sur le sol français. On n'y pense pas toujours, mais en fait, il reste plein de milieux magnifiques à explorer en France, que ce soit dans les grottes, mais aussi dans notre cerveau. Et c'est pour ça que j'ai participé à cette expérience-là. Et, euh, et voilà, et que bah, ce que je peux vous dire, c'est que le plus dur, en fait, ça a été de me réadapter à notre monde et à notre système professionnel actuel. Et que même aujourd'hui, c'est encore difficile parfois de suivre le rythme. Et voilà pour moi. Merci pour votre intervention très très complète. Ouais, je suis désolé, j'ai l'impression que j'ai duré beaucoup plus longtemps que prévu. Il n'y a pas de souci. C'est Excusez-moi. super intéressant.